Bonjour tout le monde et bienvenue sur la notif des sportifs ce mardi 10 janvier 2023. Bonne année tout le monde, ça faisait longtemps qu'on ne s'avait pas parlé. Je suis très content de vous retrouver en cette année 2023. Bonne année encore à tout le monde pour ceux qui ne l'ont pas vu sur les réseaux sociaux. À la Coupe, souhaite à tout le monde bonne année. On a des grosses surprises pour vous. Du moins, on essaie d'avoir des grosses surprises pour vous, que ce soit sur le podcast de Yves Lantier ou sur la notif des sportifs, surtout si on parle d'entrevues. J'ai bien hâte de savoir la suite là-dessus et de vous informer là-dessus. Et on part ça en grand aujourd'hui. On a des gros sujets, dont l'après-match du Canadien Kraken avec Alexis, Ced et Sam. On va parler de tanking avec Ced, Sam et Andy. On va parler le coin des rumeurs aussi. Mais avant tout, on va voir ce qui se passe sur le site de alacoupe.ca. Il y a eu une émission spéciale sur les transactions de la LHJMQ disponible sur le Facebook de Alacoupe en compagnie de Yves Lantier, P.O. Normand et Guillaume Dalpé. Pour eux qui veulent savoir vraiment tout ce qui s'est passé dans la LHJMQ en transaction et beaucoup plus en profondeur, allez voir ça, c'est du bonbon. Aussi, il y a un article de Vincent Larue qui revient sur les 3 derniers matchs du Canadien, à l'exception de celle-là d'hier face au Kraken. Donc, en parlant de la fin du voyage dans l'Ouest avec Nashville et le retour à la maison face aux Rangers et aux Blues. Pour eux qui n'ont pas réussi à suivre soit les matchs ou un des matchs, allez lire l'article de Vincent Larue, toujours très intéressant. Ne ratez pas aussi l'entrevue exclusive ici seulement sur À la Coupe, réalisée par Guillaume Dalpé avec Gabriel Daigle, le jeune gardien de 16 ans des Tigres de Victoriaville, qui en 10 matchs a un taux d'efficacité, excusez-moi, de 920% et une moyenne de buts alloués de 2,24. C'est vraiment pas beaucoup et c'est énorme aussi pour le taux d'efficacité pour un gardien de la LHJMQ à seulement 16 ans. Il serait déjà sur des radars de la Ligue nationale de hockey. Allez voir ça, c'est très intéressant. Et si la notice des sportifs a recommencé, n'oubliez pas le podcast de jeudi aussi de Yves Lantier qui recommence le 12 janvier ici même sur le Facebook Live de À la Coupe. Avant d'aller dans les gros sujets avec tout le monde, on va parler d'un peu d'actualité de la Ligue nationale de hockey. Alors, il y a eu un beau mouvement de classe de la part des Penguins de Pittsburgh. Les joueurs de l'équipe, au lieu de retourner à Pittsburgh pour prendre du repos pour leur match face aux Canucks, ont décidé de venir à Montréal pour assister aux funérailles du père de Christopher Le Temps. C'est un acte de grande classe qui s'est passé. Les Canucks sont arrivés à 4 heures du matin hier pour assister aux funérailles. Il y avait aussi Kent Hughes, qui est l'ancien agent de Christopher Le Temps. Et Mike Matheson était présent aussi, car c'est un ancien coéquipier. Il s'est fait échanger dans l'échange de Jeff Petrie. Sinon, l'attaquant des Ducks Anaheim, Justin Kirkland, a passé la nuit à l'hôpital après avoir été impliqué dans un accident de voiture alors qu'il se dirigeait vers l'aréna disputer un match contre les Bruins de Boston. L'équipe a annoncé hier que Kirkland demeure sous observation, mais qu'il a toujours toute sa mobilité et qu'il a communiqué avec sa famille et des coéquipiers venus le visiter. Selon les experts, Kirkland devrait obtenir son congé dans les 2 prochains jours. C'est une excellente nouvelle pour le défenseur des Ducks d'Anaheim. Plus peur que de mal pour lui. On espère toujours le fait que le joueur joue dans le show le plus longtemps possible et le fait qu'il soit bien rétabli de l'accident et qu'il soit proche de se libérer de l'hôpital. C'est des bonnes nouvelles. Et finalement, avant de parler du match Canadien-Kraken, les Kings de Los Angeles ont frappé fort avec 4 buts en avantage numérique hier pour gagner 6-3 contre les Oilers. Mais dans la victoire, Anze Kopitar a atteint le plateau des 1100 points en carrière dans la Ligue nationale après Ovi, Crosby, Patrick Kane et Evgeny Malkin. Kopitar a atteint cette nouvelle marque en étant complet sur le premier but de Kevin Fiala à mi-chemin en première période. Pour vrai, quelle grande carrière que Anze Kopitar connaît dans la Ligue nationale de hockey. Et ses points le démontrent et son jeu défensif complète tout ça. Quel joueur est Anze Kopitar? Un de mes joueurs préférés d'ailleurs. On espère le mieux pour lui et c'est un beau plateau. On espère que ça continue dans le cas de Anze Kopitar. Maintenant, on est à l'après-match. On est rendu à l'après-match et pour ce faire, j'accueille ici même Ced Crosto qui est un effectif de la Coupe, Alexis Lavoie-Martel qui est un effectif d'NDS, même chose pour Ced, je me suis trompé, et Sam qui vient lui de à la Coupe. Les gars, comment ça va?
Ça va, toi? Ça va super bien. Ça va super bien. Là, les gars, là, on a besoin de vous. Le peuple a appelé, OK? Qu'allez-vous penser du match d'hier contre le Kraken de Seattle? On va commencer par toi, Alexis, vu qu'on était dans la même rangée hier. On était assez à côté, on ne savait même pas. On s'en est rendu compte, rendu là, c'est drôle pareil. Hein. Ouais, c'était très drôle. Mais écoute, j'ai pas été ben surpris, disons, de la performance. J'ai pas été très heureux de ce que j'ai vu, si on peut dire ça comme ça. Okay. Donc, c'est un spectacle assez plate à voir là, sur 60 minutes en direct au Centre Bell. C'était un peu long. Ah, pour vrai, c'était d'une longueur. Surtout la première période qui était désastreuse. Sam, je sais pas ce que tu en as pensé. Toi, au moins, tu as fait de l'argent en pariant sa game. Mais qu'est-ce que tu as pensé du match? Ah, ben c'est sûr que moi j'étais pas là. Fait que c'est déjà une chance que j'ai eue. Mais c'est sûr que c'est décevant. Avec la dernière game qu'on va jouer contre les Blues, les fans qui étaient là ont eu une excellente match de hockey, plus une victoire. Puis vous y allez, malheureusement, il ne s'est rien passé de très glorieux là, à moins que tu étais un fan du Kraken. Mais on n'est pas surpris non plus. Tu sais, Canadiens, je pense qu'il va y avoir des bons matchs, il va y en avoir des très mauvais. Puis il faut juste que tu tombes sur la bonne game, dans le fond, je pense. Ben c'est oui. plus ça cette année. Là. Et toi, ça, t'en as pensé quoi? Et aussi, je vais te lancer sur la question, je vais passer aux autres gars. L'avantage numérique est désastreux, OK? Mais avant ça, Seth, t'as pensé quoi du match? Et après ça, je te laisse aller sur l'avantage numérique. Ben, comme les gars l'ont dit, c'était pas mal un match à sens unique. Pas vraiment le fun à regarder, mais je me dis, moi honnêtement, je suis quasiment content parce que je me dis, on a des chances de plus pour Bédard. Fait que, je suis quasiment content dans un sens, mais en tant que fan, on devrait pas être content. Mais sinon, la game était vraiment. Ça faisait dur leur affaire, vraiment. Et qu'en penses-tu d'avantage numérique? Je sais plus quoi faire. Chris, ils ont tout essayé. Ils ont tout essayé. Je sais pas. À part faire des trades ou enlever Dadonov, surtout, ça aiderait. De un. Oui, surtout. Mais sinon, pour vrai, je sais juste pas qu'est-ce qu'il reste à faire. Ils ont tout essayé. Ils ont tout essayé, les joueurs. Ils ont mis Armia, ils ont mis Dadonov, ils ont mis Hoffman, ça marche pas. Ils ont mis Slavkovski, ça marche pas. Ils ont tout essayé, ça marche pas. Puis pour les habitués de l'émission, vous savez à quel point moi et l'avantage numérique du Canadien, on est vraiment à l'opposé. Je hais cet avantage numérique. Il est désastreux. Alex et Sam, j'aimerais ça vous entendre là-dessus aussi. Avez-vous des solutions pour cet avantage numérique qui est plus qu'anémique, là? Écoute, c'est dur de trouver des solutions quand, comme Ced l'a dit, depuis le début de l'année, on a l'impression d'avoir tout essayé, il n'y a rien qui marche. Rendu là, moi, je ne pense pas que c'est la combinaison de joueurs en tant que telle qui fait défaut, c'est vraiment la stratégie qu'on essaye de déployer sur la glace. Puis, je trouve qu'on devrait tellement essayer de s'inspirer de ce que les autres équipes font parce que j'ai l'impression qu'à peu importe c'est qui l'adversaire que le Canadien affronte, leur avantage numérique semble toujours tellement plus facile, aller mieux que le nôtre. Encore hier, le Kraken, on le voyait, chaque avantage numérique qu'ils ont eu, la rondelle allait où ce qu'ils voulaient. Ils passaient le temps qu'ils voulaient dans la zone. Les passes étaient tout le temps belles. Je veux dire, les joueurs du Canadien les regardaient aller, là, carrément. Là. On n'essayait pas de leur enlever le disque. Là. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Puis, disons que ça a donné ce que ça a donné. Mais après ça, nous autres, on s'en vient en avantage numérique. Puis c'est à peine si on a de la misère à rentrer dans la zone de l'autre côté. On se fait tout le temps lever à la POC avant. Fait que rendu là, j'ai aucune idée c'est quoi la stratégie qu'on pourrait amener pour améliorer ça. Mais rendu là, je pense pas que ça va être la combinaison de joueurs qui va changer quelque chose rendu là. C'est vraiment juste de peut-être regarder plus de vidéos, d'essayer de trouver une nouvelle manière différente de ce qu'on utilise depuis des années puis que ça marche toujours pas. Tu sais, Sam, je vais te laisser aussi en parler de l'avantage numérique, mais je te lance une deuxième question parce que j'aime bien ça. J'aime bien ça, te niaiser des fois. Est-ce que, là on jase, bien sûr, est-ce qu'il faudrait que le Canadien envisage peut-être un congédiement d'Alex Burrows aussi? Je ne sais pas s'ils sont rendus là. Ça, on jase, on spécule. Peut-être, mais je pense pas que ça va changer quelque chose pour cette année. Okay. Puis en même temps, si l'avantage numérique n'est pas bon, c'est presque mieux pour les Canadiens parce qu'ils vont scorer moins de buts et ils vont avoir plus de chances
d'avoir Connor Bedard. Fait que je pense que pour cette année, il devrait peut-être laisser ça de même. Puis pour l'avantage numérique, c'est parce que le Canadien est tellement prévisible. Les autres équipes le savent qu'ils vont faire 3 passes, puis ils vont essayer de passer à Caulfield après pour un one-timer. C'est tout le temps ça qui arrive. Même un goaler, il y a des rendus là avant presque des fois. Fait que je pense que c'est plus la stratégie parce que peu importe le nombre de. Même si tu mets un défenseur, tu enlèves Drouin, tu mets un défenseur, ça va être quand même la même joueur qu'ils vont essayer. Fait que je pense que c'est juste les tactiques qui devraient essayer de peut-être plus faire shotter Suzuki, mettre un gars en avant du net, faire taper des pucks, je sais pas. Mais c'est tout le temps, depuis le début de l'année, c'est la même affaire. Puis on dirait que les équipes, ils savent quand ils arrivent à Montréal, c'est regarde, power, on s'en va piquer, les gars, on sait quoi faire. J'ai l'impression qu'ils savent déjà. Puis êtes-vous d'accord avec moi que, selon moi, la vraie problématique de cet avantage numérique-là, c'est la rapidité avec la rondelle, qui est tellement lente. Chaque joueur, on dirait une possession de soccer. Là. Chaque joueur a la rondelle pendant 5 secondes avant de faire une passe. Ça laisse le temps à la défense de se positionner. Si vous êtes d'accord avec moi que c'est vraiment plus ça le problème? Parce que moi, dans ma tête, j'ai l'avantage numérique des Devils qui se promènent aisément partout, que ce soit contre le Canadien ou contre autre équipe. L'avantage numérique des Devils, la POC se promène à la vitesse qu'ils veulent et ça fait bouger le bloc défensif. Est-ce que le Canadien devrait aller dans cette direction-là? Ben oui, c'est sûr, mais il faut juste qu'ils essayent des nouvelles choses, même si, comme on a dit tantôt, on a l'impression qu'ils ont quasiment tout essayé. Il faut qu'ils trouvent un moyen d'essayer quelque chose de différent. Puis si le fait de passer la rondelle plus rapidement ou de, mettons, juste essayer de moins viser Caulfield, puis mettons un peu plus Suzuki ou un peu plus Drouin ou peu importe, ben juste ça pourrait peut-être, ça pourrait peut-être leur permettre de scorer. Puis s'ils scorent, des fois, ça prend juste un but pour avoir un déclic. Puis après ça, que ça se remette à fonctionner. Oui, c'est sûr. Et les gars, on va parler un minimum de positivisme, même si ça n'a vraiment pas eu beaucoup dans le match d'hier, on va s'entendre là-dessus. Quel joueur a retenu votre attention? Moi et Alexis, on s'en parlait un peu pendant le match. Il y a 2 joueurs qui ont retenu notre attention parce qu'ils ont bien joué malgré la défaite. Sad et Sam, est-ce que vous en avez un ou 2 qui a retenu votre attention pendant le match? Ben, Slavkovski a joué un bon match hier. Pour le temps de glace qui lui est donné dans les derniers matchs. Puis c'est sûr que Joel Armia joue du très bon hockey dernièrement. Fait que je pense que c'est peut-être qu'une équipe va se dire « Hey, on va peut-être être capable d'aller chercher, malgré qu'il reste de l'argent, beaucoup, et puis des années à son contrat. » Mais Armia, quand il joue du bon hockey, c'est un bon joueur de hockey. C'est juste que tu sais pas. Tu sais pas c'est quand ça va arriver. C'est ça, parce qu'il n'est pas constant. Non, c'est ça. Et toi, Ced, est-ce qu'il y a un joueur dans le match qui a retenu un peu plus ton attention? Ben, moi, c'est Jake Evans. Là. Je trouve que il est tellement underrated, là, Jake Evans. Là. Il joue tellement un rôle important, je trouve, au sein du Canadien. Là. Puis, moi, c'est ça que j'ai parlé à Alexis. Alexis, tu peux en rajouter si tu veux. L'implication physique de Jake Evans hier. D'où ça sort? Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu impliqué comme ça, physiquement pour le moins dans le match. Puis Alexis, je pense que toi aussi, ça t'avait sauté aux yeux. Là. Ben, ça m'avait sauté aux yeux, mais c'est drôle parce que, tu sais, on en a parlé, je pense que c'était comme en début de 3e période ou fin de 2e qu'on en a parlé de Jake Evans. Puis, je pense 5 ou 10 minutes après, c'est là qu'on l'a vu jeter les gants contre, je ne me souviens pas c'était qui du côté du Kraken, je pense que c'était Donato. Mais tu sais, quand même, ça faisait juste encore plus ajouter au fait qu'on venait de dire qu'il jouait une game physique. Puis j'ai aimé ça. J'ai aimé voir ça de Jake Evans, justement, parce que c'est un aspect de son jeu qu'on ne le voit pas nécessairement souvent, puis qu'on ne savait pas qu'il avait même. Mais là, tu sais, justement, de le voir s'impliquer hier autant, d'essayer, je pense, de créer justement quelque chose de nouveau, parce qu'il n'y avait rien qui se passait bien pour les gars sur la glace. Donc, tu sais, au moins de dire, si j'ajoute du jeu physique, si on essaie de les brasser un peu de l'autre bord, ça peut peut-être créer un peu de momentum. Puis quand que jeter les gants aussi, même chose. Donc, tu sais, moi, ça a retenu mon attention beaucoup. Puis j'ai aimé voir ça. Je suis d'accord avec ça déjà en partant que Jake Evans, c'est un joueur qui est important pour le Canadien puis qui est sous-estimé. Fait que si en plus, il peut amener d'autres choses de plus dans son match comme du jeu physique, ben, ça va juste être encore mieux pour lui. Oui, pour les gens qui regardent, écrivez en commentaire quel joueur a retenu votre attention. Moi, j'en rejoins Sam aussi, Slavkovski, qui a bloqué des tirs beaucoup en première période. Première période, je le sentais très impliqué, malgré que le Canadien jouait plus que mou. Mais il a bloqué 2-3 tirs. Il a donné une chance à Dvorak de s'échapper, entre guillemets, devant Martin Jones. Lui-même a eu une opportunité devant le filet.
Première, deuxième période, Safkowski jouait bien du hockey. Troisième période, on l'a quasiment pas vu du match. Est-ce que, selon vous, Slav aurait mérité plus de temps de jeu hier? Je vais être franc avec toi, la troisième période, j'ai pas regardé. Okay. Je me suis dit que j'en avais assez, là, fait que j'ai regardé autre chose. Mais je ne sais pas son temps de glace. Est-ce qu'il y a eu le même temps de glace en troisième qu'en première puis en deuxième? Non. Parce que si son temps de glace a diminué en troisième, je trouve ça un peu cave. Parce que si le gars joue un bon match, le gars ne joue pas souvent déjà. Donne-lui un peu plus de temps de glace pour qu'il joue des chiffres dans la Ligue nationale. Mais c'est sûr que ça baisse un peu la confiance du gars. S'il joue une bonne game, puis en troisième, son temps de glace diminue, ça envoie quel message? Une confiance, c'est facile à défaire, c'est dur à faire. Puis toi, Ced, t'allais parler avant Sam. C'est quoi que t'as pensé? C'était quoi que t'as pensé là-dessus? Honnêtement, comme Sam il a dit, juste le gars il joue une bonne game, laisse-les jouer. Là. Pour une fois qu'il joue une bonne game, pour une fois qu'on n'avait pas grand-chose à faire sur son jeu, ça a été le minimum au moins de laisser jouer. Puis comme Sam a dit, ça envoie quel message, dans le sens que genre si admettons, tu joues une bonne game, on te coupe ton temps de jeu. Ça prend quoi pour qu'on augmente ton temps de jeu? Oui, c'est ça. Et voilà. Et le trio qui m'a surpris aussi du côté du Canadien, c'est celui-là de Dvorak. Celui-là de Dvorak, Anderson, Safkowski. Je trouve personnellement que ce trio-là était beaucoup plus menaçant que celui de Suzuki. Là. Ça en dit long, mais c'est dommage que ce trio-là, ou ces joueurs qui sont utilisés ce trio-là, ils ne jouent pas comme ça constamment. Je parle notamment de Josh Anderson, Dvorak, Safkowski, je ne vais pas en parler, je vais y laisser une chance. C'est sa première année dans le show. Là. Mais Dvorak et Anderson, hier, je les sentais impliqués, surtout Dvorak. Mais les chances étaient présentes. On avait de la misère à finir, ce qui explique le pointage de 0 pour le Canadien hier. Mais est-ce que ce trio-là vous a surpris aussi ou je suis seul qui voit ça? Je pense que ça revient un peu à ce qu'on dit dans le sens qu'il manque de constance. Parce que j'ai l'impression que c'est des discussions qui reviennent souvent par rapport à ces joueurs-là chez le Canadien ou Joël Armia aussi. Des joueurs comme ça qu'on dirait qu'un match sur 6, on va dire « Hey, il m'a impressionné hier, il a joué une bonne game. C'était différent d'habitude, mais c'est là qu'on voit vraiment le manque de constance chez le Canadien parce que, mis à part le trio principal de Suzuki, Caulfield, Dak, tous les autres trios, c'est une fois de temps en temps, ils jouent une bonne game. Le reste du temps, c'est rendu que quand ils jouent une bonne game, justement, c'est parce qu'ils se sont démarqués et on les a remarqués plus, mais il manque de constance. Sinon, normalement, c'est moyen. Puis là, justement, c'est le trio de Suzuki qui traverse peut-être un peu plus un creux de vague en ce moment. Il se passe moins grand-chose de ce côté-là au cours des derniers matchs. Fait que là, c'est peut-être pour ça aussi qu'on remarque un peu plus les autres trios, parce que depuis le début de l'année, on est habitué à ce que ça soit seulement ce trio-là qui contribue offensivement quasiment. Mais mis à part ça, je pense que oui, quand même, le trio de Dvorak a démontré des belles choses hier. Puis, c'est juste d'espérer que ça demeure un peu plus constant d'ici la fin de la saison pour le reste de l'équipe aussi. Là. Exact. Et dans le point de presse d'après-match, un journaliste en anglais a demandé à Martin Saint-Louis comment tu veux que tes joueurs se soient sentis après la première période. La première période qui était désastreuse pour eux qui n'ont pas écouté le match d'hier du moins, avec 3 buts en première période. Martin Saint-Louis a juste répondu « embarrassé ». Je veux que mes joueurs se sentent embarrassés de la première période qu'ils ont eue. Et après ça, il a dit que ces joueurs, ils ont un beau plafond, mais ils sont trop souvent au plancher. Ils restent souvent au plancher. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos-là de Martin Saint-Louis? 100%. Sam? Ben oui, c'est exactement ça. C'est ça qui est un peu plus fâchant avec le Canadien, c'est que les joueurs, on dirait que c'est indifférent. Peu importe ce qui va se passer, que ça soit bon ou qu'ils sont bons, sont contents, mais si genre ils n'ont pas l'air d'être frustrés de leur performance. Puis comme Alexis disait, hier, on a le trio d'Anderson, on l'a remarqué, pas parce qu'il était si exceptionnel, c'est qu'ils sont tellement pas habitués d'être bons que genre, ils ont eu un flash. Puis tu sais, Caulfield, Suzuki, ils peuvent pas être de même pendant 82 matchs, là, c'est impossible. Les gars sont jeunes, puis à un moment donné, Caulfield commence à être magané, je pense. Là, il sort souvent pour les blessures. Puis on arrive à mi-saison, les hommes des enfants, les équipes qui veulent aller en série, ils vont commencer à jouer plus. Fait que
je pense que ça va être encore plus difficile. Puis j'espère que des gars comme Anderson vont se lever puis vont au moins avoir un peu de cœur pour le reste de l'année parce que sinon, ça va être très, très difficile à regarder. Non, ça va être pénible. Et Sed, tu allais parler de ça. C'est quoi que tu as pensé aussi des propos de Martin Saint-Louis? Ben, en fait, je suis d'accord avec ce qu'il dit parce que dans un sens, c'est vrai qu'au début de l'année, les Canadiens nous ont habitués à, même s'ils ne gagnaient pas, ils nous avaient habitués à des bonnes parties, des bonnes games, c'était serré. Puis là, on dirait depuis une dizaine de games, c'est rendu du grand n'importe quoi. Fait que je comprends ce qu'il veut dire par là. Puis je rejoins ce que Sam dit à 100%. Exact. Et on s'entend que le Canadien doit apprendre la défaite d'hier, c'est certain. C'était vraiment du brouhaha. Et par contre, Samuel Montembeault peut en tirer du bien. Il y a peut-être un but qui aurait pu arrêter, mais encore là, c'est l'erreur de Joel Edmundson. Je parle du premier but, bien sûr. C'est l'erreur de Joel Edmundson qui est allé sur le mauvais joueur. Samuel Montembeault a joué un bon match, malgré tout, malgré les 3 buts accordés. Ça se voit. Et ce qui a retenu du Canadien, c'est de se défoncer. Le Canadien a fait ça le match d'avant contre Saint-Louis. Est-ce que le Canadien manque de gaz? Est-ce que le hockey d'après les fêtes est rendu trop physique pour cette équipe-là? C'est une équation qui va rester mystérieuse et c'est à voir pour la suite. Donc, jeudi, Canadien Predators, on va voir ça. Le Canadien affronte une équipe de l'Ouest encore. Ça va jouer physique. C'est l'hommage vous avez... aussi. Hein? C'est l'hommage à Subban aussi. Oui, aussi, c'est le match hommage à Piquet Subban. Les gars, vous pensez quoi de ce qui va arriver contre Nashville? Je sais qu'on est relativement loin, mais est-ce que, selon vous, le Canadien va apprendre ou le Canadien va suivre sa constance qui est de jouer vraiment pas bien depuis le temps des fêtes? Ben, Nashville, c'est une équipe qui aussi a quand même des difficultés. C'est pas la meilleure, c'est pas une équipe qui est élite dans la nationale. Mais c'est sûr que quand tu joues contre les Canadiens, il faut que tu sortes fort. Puis aussi, si tu mènes par 2 au début avec les Canadiens, là, tu vas gagner le match. Puis les Prédateurs ont une bonne défensive, des défenseurs qui sont capables de fermer le jeu. Fait que derrière moi, ça va genre finir 3-1 pour Nashville. Ce ne sera pas un gros match. Il n'y aura pas beaucoup de tirs au but derrière moi. Ça va être un match plat, j'imagine. Ced et Alexis, avez-vous un mot pour le match de jeudi? Ben, moi, je pense que ça va être l'inverse. Moi, je pense justement le fait qu'il honore Subban, ça va leur donner un petit boost pour ce game-là. Mais... OK. Dans la force de la foule, entre autres aussi? Ouais. Peut-être. Ça se ouais, peut-être. Écoute, moi, je sais pas. Je pense plus encore qu'on va avoir un match qui va aller du côté de Nashville. J'ose espérer que du moins, on va se présenter un peu plus qu'au match d'hier. Au moins, essayer de montrer des belles choses, de montrer qu'on retient de ce qu'on apprend à chaque match puis qu'on veut en démontrer un peu plus. Donc, je m'attends au moins à voir les gars à se présenter puis à essayer de créer plus de chances offensivement puis se resserrer aussi défensivement parce que accorder des périodes de 20 tirs au but comme hier en première, 3 buts en donnant comme 2 avantages numériques, c'est pas acceptable. Puis, je pense juste que faut retenir des leçons de tout ça. Puis au moins, aussi essayer de démontrer un peu de respect aux pauvres gardiens de but qui essayent de tout faire tout seul pendant 60 minutes. Fait. Je m'attends quand même à un match qui va se tourner du côté de Nashville, mais avec une présence un peu plus concrète du Canadien. Bon, les gars, merci de cet après-match-là. Ced et Sam, restez là par contre. Alexis, tu peux y aller. Merci d'avoir pris de ton temps. Je sais que tu es très occupé aujourd'hui. Merci à toi, merci à vous autres. Ben, salut Alexis, on se reparle. Salut Alexis. Ciao là. Ciao. Bon, là les gars, on se lance dans le tanking et j'appelle Andy qui va venir parler de ça avec nous aussi. Le tanking, c'est extrêmement une pratique connue dans le monde du sport depuis un bout. Au hockey, on commence à parler de tanking. Ah, il est là, Andy! Mais c'est ça qu'on disait, le tanking, c'est quelque chose qui est rendu très populaire dans le monde du sport, surtout au basketball, que ça paraît énormément. Au hockey, ça paraît un petit peu moins, mais ces temps-ci, beaucoup plus. Les gars, que pensez-vous du tanking dans la Ligue nationale de hockey? C'est qui va en premier? Andy, vas-y donc. OK. Moi, j'aime pas ça. Genre, j'aime vraiment pas ça. Il y a eu des exemples dans, mettons, les Oilers, c'est un bon exemple de tanking dans la dernière décennie, mettons. Puis ça n'a pas super bien viré. Il y avait des choix peut-être un peu douteux, puis ils ont mal géré leurs choses. Mais j'aime pas ça parce que je trouve que ça
mais une mentalité ou quelque chose qui n'est pas positif, qui fait que, regarde, on va perdre, on va essayer de perdre, puis on va aller chercher des bons joueurs, mais on va perdre 1 année, 3 années, 4 années. Fait que, je sais pas, je trouve que ça peut mettre une mauvaise mentalité dans une équipe qui essaie d'en avoir une bonne. Peut-être dans une autre équipe, exemple, je sais pas, moi, Anaheim, les Blue Jackets, peut-être ça ne peut pas être négatif, mais avec le Canadien qui a eu vraiment un problème, je trouve, côté mentalité et tout dans les dernières années, je pense que pour le Canadien, je dirais non. Là. Je sais pas si tu non. ce que j'essaie d'aller, là. Ouais. C'est ça. Et toi, Seth, que penses-tu du tanking dans la Ligue nationale de hockey? Ben, moi, honnêtement, peu importe le sport, je suis juste vraiment pas d'accord. Puis encore moins dans la LNH parce que je trouve que ça décrédibilise le sport. Parce que, tu sais, dans un sens, les joueurs sont payés pour performer. Ils sont payés selon leur performance. Donc, si tes performances ne sont pas bonnes, tu ne mérites pas ton salaire, on s'entend? Oui, c'est un bon point. Donc, pourquoi donc, je me dis, si les équipes qui font du tanking ont, admettons, des joueurs, admettons, là, je vais prendre un exemple, admettons les Oilers, puis ils font du tanking, puis McDavid, mettons, il ferait une saison de marde. Là. Il mériterait-tu son 12,5 millions? Non. Donc, je trouve que ça fait juste envoyer un message aux gens que, regardez, le gars, il est payé vraiment cher pour jouer au hockey, pour performer, pour faire des points, mais il fait exprès de perdre pour pouvoir devenir meilleur dans le futur. Tu sais, c'est pas ça. Tu sais, oui, le but, c'est de devenir meilleur puis que l'équipe, dans le futur, devienne meilleure, mais ça, c'est pas aux joueurs de faire en sorte qu'ils deviennent meilleurs, c'est au staff. Les joueurs n'ont pas à ne pas se forcer. Exact. Et toi, Sam, ton équipe est malheureusement dans la loterie parce que à cause de toutes les blessures qui se passent du côté de Columbus, c'est vraiment plate pour ton équipe. Le fait d'être dans la loterie, avec cet effet-là, qu'on peut s'entendre, n'est pas du tanking dans ton cas, t'en penses quoi de ça? Ben, moi, je pense que le tanking, ça n'existe pas. Je pense pas qu'il y ait personne qui tank dans la vie. Il n'y a aucun joueur, aucun coach, aucun directeur général qui rentre dans un vestiaire et qui dit « Les gars, il faut perdre. » Les gars, ils veulent gagner. C'est des compétiteurs. Toute leur vie ont été bons. Ils veulent gagner. Ça dépend c'est quoi du tanking pour vous, là, mais moi, j'accepte pas. C'est impossible qu'un DG rentre dans un vestiaire et dise « Les gars, il faut perdre. » Il n'y a aucun athlète qui va faire exprès pour perdre dans un sport. Impossible. C'est impossible. Moi, ça ne me rentrera jamais dans la tête. À moins que quelqu'un me sorte une preuve d'une vidéo, là, d'une caméra cachée que ça arrive, je vais le croire, mais moi, je pense que le tanking, ça n'existe pas. C'est les adeptes de sport comme nous qui disent que c'est du tanking, mais des fois, l'équipe, ça ne marche juste pas et tu perds des matchs. Comme les Blue Jackets, c'est pas du tanking, mais moi, selon moi, les Ducks, ils font pas du tanking cette année non plus. C'est une équipe de jeunes qui ont de la misère défensivement. Les Canadiens aussi, là. Les Canadiens ne tankent pas présentement. C'est juste qu'ils ont des blessures, ils ont des jeunes, ça ne marche pas. Puis Chicago aussi, là, je veux dire, Chicago aussi, ils n'ont vraiment pas une bonne équipe. Fait que, tu me parles de la NBA. La NBA, c'est sûr que s'il y a juste 5 joueurs sur le terrain, tu peux assurer des bons joueurs, ça fait que tu as une moins bonne équipe, mais ça reste que les gars qui sont sur le terrain, là, genre, ils ne laisseront pas un gars dunker en le regardant, genre, vas-y, là. Selon moi, ça n'existe pas, le tanking. Il n'y a aucun athlète qui dirait « OK, non, je ne me force pas à asseoir, il faut perdre. » Moi, ça ne me rentre pas dans la tête. Puis, tu as lancé une bonne question que je vais poser aux autres par la suite. Tu as dit « Ça dépend de votre définition du tanking. » Pour toi, quelle est cette définition de tanking? Ben, moi, si on parle de tanking, on parle justement d'un propriétaire, d'un entraîneur ou d'un directeur général qui arrive et qui dit faut faire par exprès pour perdre, pour avoir un bon choix au repêchage ou pour descendre, pour avoir un plus haut pourcentage dans la loterie. Pour moi, du tanking, c'est ça. C'est faire par exprès pour perdre. Selon moi, c'est ça la vraie définition de tanking, selon moi. Mais je ne sais pas, il y en a peut-être qui ont d'autres définitions, mais pour moi, c'est ça. On va voir ça. Andy et Stel, avez-vous une définition différente du tanking que Sam peut-être vous amener à penser d'une autre manière aussi? Oui, peut-être. Mais tu sais, tanker, c'est un peu comme Sam dit, là, c'est faire exprès de perdre. Mais tu sais, exemple, cette année, les Blackhawks qui sont derniers, je pense pas que ça surprend personne. Non. Ils ont échangé 5-6 gars qui étaient des vraiment bons jeunes. Puis, il y a même eu Nicolas Baudin aussi qui est devenu un membre du Canadien. C'est pas un gars qui était régulier avec les Blackhawks, mais ça reste un jeune. DeBrincat, Dak.
ils ont voulu rentrer en reconstruction, puis ils ont échangé tous leurs prospects, leurs bons prospects. Fait que, tu sais, je pense pas qu'ils ont. S'ils n'ont pas tanké, ils n'ont pas fait comme ouais, on veut gagner, là, mais comme c'est pas grave. Tu sais, moi, je pense que ça ressemble à ça un peu les Blackhawks. Je dis pas qu'on fait exprès, mais c'est ça. Ben, moi, j'appelle ça une reconstruction. C'est une reconstruction. Même avec genre beaucoup de prospects. Tu sais, moi, je pense que quand tu rentres en reconstruction, tu échanges des vétérans, des gars qui ont de la valeur, des gars avec des mauvais contrats peut-être, puis je sais pas, là. Mais à rentrer en reconstruction puis échanger comme deux excellents prospects en Dak et DeBrincat, je trouve, dans mon sens, ça fait pas... ça fait pas de sens pour moi, mais je comprends un peu ce que tu veux dire, là. Puis toi, ça, as-tu une définition différente? Non, moi, c'était pas mal ça aussi, là, honnêtement. Parce que, tu sais, les deux, Sam et Andy, vous avez parlé, le fait, c'est d'échanger des effectifs, avoir des meilleurs choix de repêchage. C'est pas nécessairement du tanking, mais d'un autre bord, si tu te débarrasses de tes meilleurs joueurs, tu as un produit moins fort sur la glace, donc théoriquement, tu fais exprès, je mets bien le mot en guillemets, là, tu fais exprès de finir dans les bas-fonds de la Ligue nationale pour avoir un premier choix. Mais je rejoins Sam sur le point que moi, je pense pas qu'il y a un joueur, je parle pas d'un coach, même un coach est très fier, là. Mais mettons coach et joueur, je pense pas qu'eux autres disent je veux perdre à soir. Ah non, ça, je rejoins là-dessus. Je rejoins Sam à 100% là-dessus. Un directeur général, je sais pas. Surtout avec Bédard, je sais pas. Peut-être que peut-être les Blackhawks se sont dit qu'il faudrait rentrer en reconstruction cette année. On va peut-être attendre que Kane Tay s'en aille. Mais là, Bédard arrive, regarde, on va tout. La vente de garage est faite. Fait que là, on s'en va dans le bas. Là. Peut-être. Parce qu'on a parlé de j'ai nommé la NBA parce que dans ma tête, bon, s'il y en a qui ne connaissent pas, la NBA, c'est pas plus grave que ça. Je vais expliquer l'exemple. Là. Les 76ers, au début des années 2010, ont fait ce qu'on appelle le fameux Trust the Process. Ils ont liquidé les meilleurs joueurs de leur équipe pour être dans les derniers de la Ligue. C'était complètement ouvert, cette décision-là. Là. Tout le monde le savait dans la Ligue. Puis, donc, ils faisaient exprès de perdre pour avoir les premiers choix qui sont rendus. Joel Embiid, Ben Simmons qui n'est plus rendu là-bas. Mais le processus était très ouvert, comme exemple les Rangers en Ligue nationale. Quand ils ont fait la lettre, on s'en va en reconstruction. Ils n'ont pas littéralement dit on s'en va tanker. Non. Puis le premier choix, ils l'ont eu vraiment de manière chanceuse. Hein. Mais ça paraît quand des équipes vont en reconstruction parce qu'ils vont liquider leurs meilleurs effectifs. Donc oui, ça baisse la qualité. Je suis loin de dire que mettons, le coach des Blackhawks, des Ducks, des joueurs veulent perdre. On est loin de là. Mais si tu enlèves les meilleurs joueurs, c'est sûr que ça donne une chance d'avoir une équipe plus basse en qualité qui fait en sorte que tes chances sont augmentées aussi. Puis il y a des équipes qui font partie de ce lot-là. Ouais, mais sauf que c'est ce qu'on explique depuis tantôt, c'est pas du tanking, c'est une reconstruction, c'est un processus. Dans toutes les équipes, il faut qu'ils passent par là, à part les Yankees, les Dodgers, parce que eux autres, il y a un règlement qui dit que tu peux défoncer la masse salariale et payer des taxes de luxe qu'ils appellent. Ouais. Fait que, ça, c'est un autre ballgame, comme on dit. Mais, je veux dire, les Blackhawks, eux autres, ils ont échangé Dak parce qu'ils autres, ils ont dit qu'ils voulaient. Tu sais, c'est le choix de première ronde, c'est Korchinski qu'ils ont eu, je pense. Korchinski, ouais. Fait qu'eux autres, ils ont décidé de bâtir vers la défense parce qu'ils ont drafté Nolan Allen l'année d'avant, Korchinski, puis je ne sais pas l'autre défenseur qui a repêché, en tout cas. Eux autres, ils ont décidé qu'il fallait qu'ils bâtissent avec la défense et qu'ils ont décidé d'aller vers là. Mais oui, c'est vrai que quand tu échanges des bons joueurs contre des choix, tu t'en vas tu dis que tu vas avoir un meilleur choix au repêchage. Mais pour moi, c'est pas du tanking, c'est juste un processus de reconstruction. Tu dis, oui, je vais avoir un meilleur choix, mais tu n'es pas assuré d'avoir le premier choix total en plus. Exact. S'il n'y avait pas de loterie, je dirais, OK, mais même dans la NFL, c'est genre la seule ligue qui n'a pas de loterie, je pense, à ce jour. Là. Effectivement, ils n'en ont pas. Puis il n'y a pas de tanking dans la NFL. Les Texans, ils allaient avoir le premier choix, puis ils ont gagné leur dernier match, puis ils sont ramassés deuxième. Fait que ça, je pense que c'est la décision de ne pas tanker. Oui, c'est ça. Ça démontre que les joueurs et les coachs veulent gagner. Exact. Oui, c'est ça. Ben, c'est la fierté. Là. Tu peux pas demander. En plus, le football, il y a 53 gars habillés. Fait que tu peux pas demander aux 53 gars, les gars, il y en a un à un moment donné, il va dire non, moi je vais. Fait
Fait que moi, je pense pas que ça existe, mais il y a comme vous disiez, avec le fait d'échanger, c'est sûr que. Mais moi, je pense que c'est une reconstruction, c'est un processus. Puis les équipes, ils veulent pas être en reconstruction. Il n'y a personne qui aime ça. Oui, les DG, peut-être que c'est le fun parce que tu essaies d'avoir des meilleurs joueurs pour tu as plus de choix, tu repêches plus, tu as des échanges, mais ça reste que les gars, ils veulent gagner à coup de s'amener. Il n'y a personne qui veut ça, être en reconstruction. Mais je pense que chaque équipe doit passer. Chaque équipe qui est dans une ligue qui se respecte, là, je vais dire ça de même, avec des masses salariales qui comptent pour vrai, je pense qu'il faut que tu passes par la construction un jour ou l'autre. Il y en a que c'est plus long. Comme Puis Ced, avec tout ça, avec tout ce qui se passe, le Canadien a les 6e meilleures chances d'avoir Bédard, si je me souviens bien, avec 7,5%. J'ai regardé sur le site Tinkaton qu'on s'est amusé à faire des simulations avant le début de l'émission, d'ailleurs. Et dans mon cas, les Blackhawks avaient le premier choix. Pas le cas de Sam, dans lequel c'était le Canadien qui allait gagner. J'espère que ce scénario-là va arriver. Non. Mais pour toi, Seb, en ce moment, si tu as les 6e meilleures chances d'avoir Bédard, tu es à la croisée des chemins, là, littéralement. Est-ce que tu affaiblis ton équipe ou tu regardes ce qui se passe puis tu touches à rien? Moi, je regarde ce qui se passe puis je touche à rien. Pourquoi tu ferais ça? Parce qu'on a déjà un bon noyau. On a déjà des bons jeunes qui s'en viennent. Fait que pourquoi sacrifier des jeunes pour avoir... Bédard, tu sais, si on repêche 6e, on va avoir un excellent joueur pareil. Oh oui! On va avoir un excellent joueur. Fait que pourquoi on échangerait d'autres joueurs de qualité quand on va déjà avoir un joueur de qualité? OK. Donc, admettons, dans ton cas, tout ce qui est Monahan, Edmundson, Savard, c'est pas mal les 3 joueurs qui ont de la valeur qui sont dans les rumeurs d'échange. Pour toi, tu les garderais? Ben, moi Monahan, je le garderais. Là. OK. Moi, Monahan, j'offrirais un contrat genre de 2 ans à peu près. J'offrirais un contrat de 2-3 ans, un contrat pont un peu. Là. OK. Puis, Savard, Edmundson, je regarde si j'ai des offres, puis sinon, je cherche pas nécessairement à les échanger. C'est sûr que si on propose de quoi d'alléchant, OK. Mais en vrai, je vois pas pourquoi. Surtout que depuis le début de la saison, je trouve que David Savard joue quand même relativement bien. Edmundson, ça dépend des games, mais Savard, je trouve qu'il joue vraiment mieux que l'année passée. Oui. C'est vraiment mieux, mais moi, j'attends puis je vois ce qui se passe. Là. OK. Toi, Andy, partisan du Canadien aussi, sans je revenir avec tes jackets après, parce que toi, c'est dans une situation complètement différente du Canadien. Toi, Andy, est-ce que tu fais comme ça, tu restes en statu quo ou tu essaies d'affaiblir tes chances? D'augmenter tes chances. Ouais, ben je sais pas si je pourrais dire d'augmenter les chances, mais si j'ai une offre plus ou moins acceptable, tu sais, qui peut être 50-50, là, tu sais, je pense le Canadien doit se débarrasser de contrat. Pour ce qui est de la défense avec Edmundson et Savard, tu gardes ça. Moi, je ne toucherais pas à ces gars-là. La défensive est extrêmement jeune. On voit en ce moment, il y a quoi l'autre game? Je ne sais pas si c'est encore ça, mais il y a eu comme 5 jeunes dans le top 6. C'était contre Nashville. Non, cette game-là était affreuse. Là. Puis, tu sais, on a besoin de vétérans en défense. Fait que tu gardes ça. Mais on a vraiment un surplus d'attaquants. Je pense, moi, mon âge, je le garderais. Mais si on a vraiment comme un choix de première ronde avec quelque chose d'autre, on sait que le marché pour les acheteurs est élevé. Fait que je pense vraiment que ça pourrait faire quelque chose. Puis se débarrasser d'un contrat comme Armia. Tu sais, là, il joue un peu bien là, dans ce temps-ci, mais c'est un gars que j'ai vraiment de la difficulté avec. Mais c'est ça. Si on peut, peut-être 1 ou 2 gars à l'attaque qui pourraient partir pour se débarrasser de contrat, puis en même temps, ça ferait qu'on gagnerait probablement moins. Mais je pense que c'est plus ça le besoin. Le besoin n'est pas nécessairement de repêcher Bédard, c'est de se débarrasser de contrat. Parce que là, on doit rentrer en construction, mais on a des contrats trop pesants. Là. Exact. OK. Andy, moi, je me demande juste comment tu veux que le Canadien gagne moins. Ben, il gagne déjà pas. Comment tu veux qu'il gagne moins? Non, je comprends, là. Mais, tu sais, c'est ça. Je pense que dans ce temps-ci, le Canadien, on voit vraiment ce que le Canadien est vraiment. Je pense que le Canadien est un peu meilleur que ça. Mais les attentes en début de saison ont été élevées à cause d'une grande production. Mettons, de Suzuki et Caulfield, qui a fait qu'on a gagné plus de matchs qu'on aurait dû.
Mais je pense que là, en ce moment, on voit un peu le vrai Canadien. Puis les attentes ont commencé à être OK. plus basse. Ouais. Et toi, Sam, rapidement dans ton cas, toi, c'est les blessures qui font en sorte que ton équipe est là où est-ce qu'elle est aujourd'hui. De mémoire, elle est dans le top 3 des plus grandes chances d'avoir Connor Bedard. Est-ce que toi, dans ton équipe, rendu là cette saison, tu fais on va laisser faire, on va vendre, on va rester dans le bas, ou dans ton cas, c'est plus on va rester statu quo, puis on regarde ce qui arrive. On vend. On vend? On vend ce qu'on peut vendre, puis même affaire pour le Canadien. Gavrikov est agent libre sans compensation. Je sais que les Oilers sont très intéressés. Ça va rapporter probablement un choix de première ronde. Lui, tu l'échanges. Gustav Nyquist, agent libre aussi. C'est 2 vétérans, tu les sors. Tu laisses jouer les jeunes. C'est sûr qu'il y en a beaucoup de jeunes présentement, là, mais c'est pas mal juste ça. Mais tu leur fais faire de la confiance. Puis s'ils jouent bien, tu sais, moi, quand Columbus ont battu Caroline dans un game, Marchenko autour du chapeau, Ken Johnson but en fusillade, moi, c'est ce que je veux voir. Je ne veux pas voir Gustav Nyquist jouer, là, je m'en fous. Ouais. Je veux qu'ils gagnent, qu'ils perdent, je veux que les jeunes prennent du galon et qu'ils jouent dans le national. Puis pour le Canadien, c'est la même affaire. Moi, Edmondson, ça s'en va. Là. Edmondson, moi, j'ai jamais trouvé ce gars-là bon, premièrement. J'ai trouvé que quand il est en série, ils sont dans la finale de la Coupe Stanley, c'était les autres qui le rendaient meilleur. C'était Petrie, c'était Weber. Puis cette année, Edmondson, à chaque fois qu'il y a un 2 contre 1, il se pitch à terre, la passe vers l'autre bord puis il score. Exact. Moi, Edmondson, s'il y a de la valeur, je l'échange tout de suite. Je garde Savard, par contre. Savard, je pense qu'il veut jouer à Montréal. Je ne sais pas qu'Edmondson ne veut pas, là, mais Savard, c'est un Québécois. En tout cas, lui, je le garde, mais j'échange Edmondson, puis j'échange Armia aussi, puis Hoffman. Mais Hoffman, si t'as une poque puis un bâton, c'est bon. Là. Bon, oui, effectivement. Peut-être un petit jackstrap aussi rendu peut-être. Là. C'est ça la différence. Bon, ben, messieurs, Sam, merci. Messieurs, Andy, Sam, restez là. On va faire un petit coin des rumeurs. Sam, merci d'être venu. C'est toujours un plaisir. Tu reviens quand tu veux, mon cher. Yes. Bye. Salut, Sam. Et maintenant, les gars, c'est le temps d'aller dans le coin des rumeurs avec Andy et Ced. Oh, attendez. Oh. Il était un peu late sur... ça y va. Le coin des rumeurs. La technique est pas son meilleur aujourd'hui. C'est partie des joies du direct, ça. Bon, les gars, il nous reste vraiment pas beaucoup de temps. Il nous reste peut-être 5 minutes, donc je vais vous shotter des rumeurs d'en face. Puis, je vais vous lancer beaucoup de rumeurs, le plus qu'on peut, et je veux votre avis, pas en profondeur du moins, mais vraiment votre avis comme on the spot, OK? Donc, les gars, transaction, Elliot Friedman se demande si le Kraken serait intéressé à mettre la main sur Bo Horvat. Est-ce que vous, si vous êtes le Kraken, vous avez un intérêt envers Bo Horvat? En fait, oui. Juste peu importe quelle équipe, j'ai un intérêt envers Bo Horvat. Je suis un peu d'accord avec Cédric. Puis aussi, le Kraken, honnêtement, ils vont mieux que j'aurais pensé cette année. Mais tu sais, ça dépend un peu. Est-ce qu'ils veulent vraiment que leurs 2 premiers centres soient Wright et Beniers dans un avenir plus ou moins proche? Bo Horvat, c'est un centre de 2e trio, à mon sens. Fait que c'est ça. Ça va dépendre de leur projet. Est-ce qu'ils veulent Bo Horvat pendant les 8 prochaines années? Ou, on se comprend. Mais honnêtement, comme c'est dit, je pense que n'importe quelle équipe, s'ils peuvent se permettre d'avoir Bo Horvat, ils vont le prendre. C'est vraiment un bon centre. Il y a eu une proposition d'échange venant de Sportsnet concernant Bo Horvat à Montréal. Je veux vous entendre rapidement là-dessus parce qu'on en a beaucoup à couvrir. Et c'est Bo Horvat, ça viendra à Montréal en retour de David Savard, Owen Beck, Jadon Struble, le choix des Panthers cette année, un choix de 3e ronde en 2024. Qu'est-ce que vous faites? Jamais. Bon, merci, enfin. Jamais dans 100 ans. Là. Et toi, Andy, est-ce que tu ferais cet échange? Honnêtement, je pense que probablement, peut-être. Parce que, moi, je trouve que c'est pas tant que ça. Hein? Ah ouais? Moi, je trouve que c'est pour un centre de 2e trio établi dans la Ligue nationale, ouais. C'est un choix de première ronde, un choix de 2, un choix de 3. Tu sais, un choix de première ronde et un choix de 3, on a eu ça pour quoi? Dvorak. C'est ça. Fait que tu sais, Bo Horvat est meilleur que Dvorak. Oui. Bon. Fait que ça, déjà là, il y a ça.
Après ça, il y a Jaden Struble, ce défenseur-là. Je suis vraiment, vraiment, vraiment pas certain que ce gars-là va jouer dans la Ligue nationale un jour. C'est une bête d'entraînement. C'est un gars extrêmement fort. Mais c'est ça. Après ça, on a Owen Beck. Owen Beck, par exemple, ça me ferait mal parce qu'il a vraiment montré de belles choses. Ouais. Il a vraiment montré de belles choses aux juniors cette année et au championnat du monde. Ouais. Puis là, il y a David Savard. David Savard, c'est un vétéran. Il approche la trentaine, si je ne me trompe pas, ou il l'a dépassé. C'est un Québécois. Tu sais, je pense que ces deux-là me feraient mal, mais tu sais, il faut donner quelque chose avec des gars qui jouent en ce moment. Ben, tu sais, moi, mon point là-dessus, c'est un... Ouais, vas-y. Non, mais c'est ça. Je trouve que c'est vraiment pas si extravagant que ça ne l'a l'air, cet échange. Pour moi, ça serait jamais. Pourquoi? Parce que le Canadien est en équipe en reconstruction. Ton but, c'est d'avoir le plus de recrues possible. Donc, Jaden Struble, Owen Beck. Bon, Struble, je te donne le point là-dessus. Ça se peut qu'il ne fasse jamais la Ligue nationale. Mais Owen Beck, c'est un point très intéressant. Et le choix des Panthers va être, à date, est top 10. Et c'est probablement le meilleur repêchage des 10 dernières années. Et Horvat, son contrat est d'une année seulement. Ben là, ça serait d'une demi-saison, mettons. Là. Donc, tu n'es même pas certain qu'il revient en plus. Ben, si tu es certain qu'il revient, puis tu fais une prolongation de contrat, là, ça change les choses. Oui. Mais c'est ça, c'est parce qu'il y a plein de si puis de mais. Mais mettons qu'on enlève le fait là, que là, le Canadien, là, on doit absolument là, garder nos jeunes. Là, je ne peux pas échanger les choix de première ronde. Tout. De base, cet échange-là n'est pas si pire que ça pour moi. Tu sais, moi, mettons, je le ferais si on enlève Owen Beck de l'échange et si le choix de premier tour, à la place ce soit 2023, soit lui conditionnel des Flames de Calgary de l'année prochaine. OK. Tu vois, moi, là, dans ce coin-là, on jaserait un petit peu plus. Ben, moi aussi, le Rick, c'était vraiment Beck puis le premier qui me dérangeait là-dedans. C'est ça. Parce que Struble, je m'en fous. Savard, je m'en fous. Le 3, je m'en fous. Mais c'est vraiment Beck puis le premier. Je trouvais ça important de garder ça. Et voilà. Mais tu sais, ça revient à ce que je disais tantôt. Pour les acheteurs, le prix est vraiment élevé. Fait que si on voit les transactions qui ont eu lieu l'année passée, il y a 2 ans, le prix n'est pas si exorbitant que ça pour Boervat. Fait que bon. Moi, c'est ça mon point. Et les gars, Magie, tu dirais qu'effectivement, on a plus de temps. J'avais complètement oublié ça. Laissez faire d'être pressé. Le clan Pasternak et les Bruins continuent d'argumenter concernant la valeur de ce dernier. Donc, on dirait que les Bruins veulent donner un contrat vraiment plus bas que ce que Pasternak demande. Bon, Pasternak, on sait que c'est environ dans le coin des 11 millions. Si c'est pas proche du 12, donc les Bruins, de ce qu'on comprend, n'offriraient vraiment pas ça parce que sinon le contrat serait déjà signé et on n'en parlerait plus. Pour vous, si vous êtes les Bruins, Pasternak à 11 millions. Exemple. Est-ce que c'est un deal ou no deal? C'est beaucoup. Non, c'est ça. C'est beaucoup d'argent. Pasternak, c'est un gars extrêmement talentueux. C'est le meilleur joueur des Bruins. Ah, bah oui. Oui, c'est le meilleur joueur des Bruins. Le meilleur joueur de ton équipe, tu dois le payer. Je pense que 10 millions pourrait être plus raisonnable que 11. Je sais que c'est juste 1 million, mais tu sais, à mesure de 1 million, 1 plus 1 million, c'est avec ça que tu es capable de signer d'autres joueurs. Là. Mais je pense vraiment qu'11 millions, c'est beaucoup trop. Mais je peux comprendre parce que les Bruins, dans pas long, ça va commencer à faire dur. Là. Exact. Fait que c'est ça. Je comprends qu'il demande cher parce qu'il dit je vais rester, mais il faut me payer. Mais c'est ça. C'est ça. Mais je suis comme Cédric, c'est non à 11 millions. Toi, Ced, est-ce que ta réponse a été très rapide d'ailleurs, Ced, ça m'étonne un peu. Est-ce que tu as un prix dans ta tête que pour toi, Pasternak. Non, laisse faire. Si tu étais les Bruins, tu offrirais combien à Pasternak? Pas en haut de 10. Pas en haut de 10? Je donnerais genre un 9,5. Toi, Andy, est-ce que tu suis cette offre-là de Ced ou tu augmentes un peu, tu baisses un peu? 9,5, ça peut être réalisable, mais je donnerais 10. Si, admettons, 9,5 il dit non, je garde 10. 10, c'est la dernière offre. C'est peut-être des techniques de négociation, mais je ne vais pas en haut de 10 millions. Ça, je te rejoins là-dessus. Il faudrait vraiment négocier ardemment, selon moi, avec David Pasternak pour l'enlever de la tête le 10 millions. Ce qui est quand même mérité. Dans son cas, l'agent ferait une excellente affaire. Mais d'un autre côté,
ça enlève de la gymnastique financière aux Bruins pour améliorer encore plus l'équipe qui se débrouille extrêmement bien cette année. D'après moi, personne ne la voyait première de la Ligue, loin de là. Jamais. Moi, je les mettais hors des playoffs. J'avais fait un classement en début de saison des divisions. J'avais mis les Bruins en dehors des playoffs. Puis, wow! Ils m'ont fait mentir assez solide. Moi, ce que je comprends pas, c'est la résurrection. Ben, la naissance de Linus Ulmark. Oui, c'est vrai que lui, il arrive pas mal on the spot. C'est ça, Linus Ulmark, c'est une belle découverte. C'est-à-dire l'équipe de recrutement des Bruins a fait une excellente job. Et parlant de contrat aussi, il y a une autre rumeur de contrat disant que le clan William Nylander des Maple Leafs de Toronto vous demande un contrat dans la même veine que celle-là de Mitch Marner. Donc, on parle d'environ un 6-7 ans à 10,9 millions environ par année. Même si Nylander est un bon joueur, pour moi, c'est trop. Là. C'est énorme. C'est énorme. Nylander, à ce prix-là, il ne restera pas à Toronto. Non, Toronto n'ont pas d'argent de toute façon pour ça. Puis Mitch Marner, c'est un excellent joueur. Je ne dis pas que Nylander n'en est pas un, mais Nylander ne vaut pas le prix de Mitch Marner. Fait que je pense qu'il va partir. Puis, je connais des fans de Toronto. Ils peuvent aimer Nylander, mais ils peuvent tellement le détester. Exact. C'est ça. Moi, depuis, on se souvient, ça fait un petit bout, là, depuis que Nylander avait été RFA jusqu'au, je pense que c'était au 30 novembre, il y a de cela, c'était 2-3 ans que ça fait de ça, environ. Depuis ce temps-là, moi, je fais partie de l'équipe qui, peu importe ce qui arrive, si Toronto veut une bonne équipe, ce que je ne souhaite pas parce que ça se voit ici, je prends pour qui, mais si Toronto veut une bonne équipe, ils doivent se départir d'une superstar ou un all-star, tu sais. Donc, selon moi, William Nylander est le problème indirectement des Maple Leafs. Et selon moi, ils doivent se l'échanger. Les Maple Leafs ont besoin d'un défenseur ou d'un gardien. Et la solution se trouve en échangeant ce William Nylander-là. Et moi, au salaire qu'il demande, si je Carl Dubas, c'est bye-bye. Ouais. Surtout que je donne jamais plus à Nylander qu'à Pasternak. Ah oui, aussi. Ça, jamais. Là. Aussi, je te rejoins complètement là-dessus aussi. Et Seb, on est beaucoup dans les contrats, vu que la date limite se rapproche énormément. Selon Corey Messisak, les chances que Timo Meier, qui a 40 points en 41 matchs, ne reste pas à San Jose la saison prochaine. Est-ce que, selon toi, c'est cloué dans le béton, Timo Meier s'en va, ou non. Il y a des chances qu'il reste pareil malgré les déboires atroces de cette équipe-là? Moi, je vois. Tu sais, c'est pas cloué dans le béton tant que c'est pas fait, on s'entend? Moi, je te rejoins là-dessus. Fait que je me dis, tant qu'il n'y aura pas une annonce officielle, ça sera jamais cloué dans le béton. Puis même si les Sharks connaissent une saison vraiment difficile, je vois pas pourquoi Timo Meier partirait. Il y a une bonne saison. Les Sharks qui ont quand même des bons éléments pour le futur. Honnêtement, moi, je vois pas pourquoi il partirait. Là. Toi, tu vois pas pourquoi il partirait. Toi, Andy, si t'es les Sharks, est-ce que tu te départis de Meier, sachant que tu es une équipe en reconstruction? Est-ce que tu te départis de Meier qui a, si je ne m'abuse, 26-27 ans, donc dans ses meilleures années, ou tu le gardes? C'est ça, je suis en train de regarder. Le gars, il a 26 ans, il est RFA à la fin de la saison. Mais les Sharks n'ont pas d'argent sur la masse. Ils ont un cap space là, de 33,600 000. C'est ça, c'est 33 000. C'est minime, ça n'a aucun sens. Puis, il n'y a pas de gros contrat qui prend fin l'année prochaine. Donc, c'est là d'Eric Carlson, entre autres. Ouais. Fait que, tu sais, soit que Meier signe à exactement l'argent qui est déjà en ce moment, qui est 6 millions par année, soit qu'il s'en va. Parce que s'il demande 7 millions, les Sharks ne peuvent pas, à moins d'échanger un gars. Tu sais, mais je vois un gars comme Logan Couture à 8 millions, Thomas Chartel un peu en haut de 8 millions, tu sais, peut-être un gars comme Kevin Labanc qui est à 4,7. Tu sais, ça, c'est les gars qui ont des gros contrats qui pourraient donner de l'espace pour signer Meier. Mais à part ça, là,
sais, Vlasic qui est à 7 millions. Tu sais, il y a des gros contrats à San Jose, mais honnêtement, je pense pas qu'il va rester parce que c'est sûr qu'il demande en haut de 6 millions. Puis, tu sais, ça m'amène une autre rumeur qu'on pourrait faire un lien avec ça, entre autres. Faut juste que je la trouve parce que j'en ai pris des notes, mais les Coyotes, les Blackhawks et les Ducks sont des équipes intéressées à prendre du salaire ou de mauvais contrats pour recevoir des choix ou des recrues. L'exemple que j'ai souvent en tête, c'est l'échange de Brian Bickle ou Joel Armia, entre autres. Est-ce que selon vous, c'est envisageable, pas juste pour les Sharks, mais pour d'autres équipes en tant que telles? Je fais un lien avec les Sharks parce qu'on parle de ça justement. Mais est-ce que selon vous, des échanges comme ça va arriver à la date limite des transactions? C'est sûr que oui. Ben, c'est pas impossible. Ça a déjà arrivé dans le passé. Ça n'a pas arrivé énormément souvent. C'est l'échange de Marleau qu'une équipe avait pris un contrat, son salaire ou. Je pense que oui. Je pense que ça allait arriver, mais c'est quand même un peu pas exceptionnel, mais c'est vraiment rare que ça arrive. Mais oui, surtout les Coyotes. Les Coyotes, ils font ça depuis plusieurs années, là, prendre des contrats. Je veux pas dénigrer, mais comme. Salut Yves! C'est ça. Je pense qu'ils sont vraiment reconnus pour prendre des mauvais contrats et du salaire, mais ça ne me surprend pas. C'est pas juste des mauvais contrats qu'il y a, c'est juste une mauvaise équipe aussi. Allons du côté. C'est pas vrai. Yves, pleure pas. Tu commences à avoir un bel avenir. C'est correct, c'est des blagues. Ced, est-ce que toi, tu profites des, en guillemets, des équipes qui s'affichent acheteurs de mauvais contrats pour te départir de mauvais contrats, sachant que ça se peut que tu payes beaucoup à la fin du compte? Ben, tu parles quoi? Si je suis Canadien, mettons? Ouais, mettons, si t'es le Canadien. Tu sais, les équipes qui doivent re-signer des jeunes joueurs qui vont demander gros. Là. Ben oui, c'est sûr que si je peux me débarrasser, je vais prendre l'exemple des Canadiens, là, si je peux me débarrasser d'Adonov, Hoffman, tout ça, oui, je le fais. Mais s'il faut donner pour se débarrasser de ces joueurs-là, ça dépend de ce qu'il faut donner. Si c'est des recrues, mettons, comme Owen Beck ou des choix ou peu importe, là, je le fais pas. Mais si c'est des jeunes qui n'ont pas nécessairement de chance de jouer dans la NHL, là, sûrement que je le fais. Tu sais, parce que d'après moi, la plus grosse erreur qui est à retenir, c'est celle-là des Blackhawks quand ils ont envoyé Brian Bickle en Caroline avec Tuevu Teravainen en compensation et un choix de 2. Ah non, les Hurricanes ont donné un choix de 2 en retour, mais ils ont mis la main sur Brian Bickle, qu'on s'entend que c'était pas la pièce maîtresse de l'échange, bien sûr. Mais la pièce maîtresse s'appelle Tuevu Teravainen et on sait la belle carrière qu'il y a en ce moment. Donc, c'est un jeu à double tranchant. Est-ce que toi, si pour sacrifier une recrue, tu l'as dit, tu le ferais pas? Toi, Andy, est-ce que le jeu en vaudrait peut-être la chandelle si tu étais le Canadien? Ben, un peu comme Cédric, ça dépend du prix. Là. Je ne veux pas un prix trop élevé quand c'est pour vraiment se débarrasser. Hoffman et Armia, honnêtement, pour moi, je trouve que ça presse. Là. Moi, j'ai vraiment de la difficulté à les voir jouer avec le Canadien. Dadonov, il y a un gros contrat en ce moment, il est comme à 6,5. Mais comme il finit cette année. Fait qu'il finit cet été. Fait honnêtement, Dadonov, je pense pas qu'il bouge. Mais Hoffman. Même chose pour Drouin. Hein? Même chose pour Drouin qui est à sa dernière année de contrat aussi. Même chose pour Drouin qui est à 5,5 qui va quitter. Là. Fait que c'est ça, il y a des contrats qui finissent, il y a des contrats qui doivent partir. Puis après ça, le Canadien, il va avoir des contrats un peu pesants à Gallagher puis Josh Anderson. Mais le gros qui devait partir serait parti avec Hoffman, Pierre Mia, puis Dadonov et Drouin. Ouais. Mais pour donner vraiment un contrat, je pense que c'est Patrick Marleau, encore une fois, que l'équipe a été obligée de donner un choix de première ronde aussi. Je suis allé jeter un coup d'œil en attendant. Pas mal sûr qu'il y a eu un choix de première ronde avec ça. Mais la valeur du contrat était très grosse. Là. C'était quoi, 8 millions, Patrick Marleau? Environ, attends une minute, c'est un gros contrat. Fait que, il y a eu un choix de premier tour, là, effectivement. Fait que peut-être qu'avec Armia, qui était à 3,4, peut-être un choix de 2. Tu sais, Armia, un choix de 2 conditionnel, là, quelque chose. Là. Tu sais, il faut donner pour des fois se débarrasser de quelque chose. Fait.
Mais pas un espoir de premier plan. OK. C'est des bonnes analyses. J'aime ça. Il nous en reste plus que 3, les gars. Les Panthers auraient déjà un échange, selon Frank Saravelli. Les Panthers auraient déjà un échange dans leur poche arrière pour soit Sam Reinhart ou pour se départir de Sam Bennett, mais pour se départir des 2 joueurs dans ces cas-là. Donc, est-ce que ça veut dire que du côté de la Floride, on se laisserait couler dans le fond, mais c'est le Canadien qui a leur choix? Tu sais, je dis pas que Sam Bennett et Sam Reinhart, c'est des pièces importantes. Ils ont 25 points en 40 matchs. Ben, c'est quand même. Mais c'est pas mauvais, là, mais on s'entend que c'est pas des Barkov. Mais Non. ça reste que tu te débarrasses un peu d'effectifs aussi. Moi, je les aurais gardés. Je sais pas. Je suis pas un extrême fan des Panthers, puis je regarde pas beaucoup de leurs parties, mais c'est 2 gars que j'aurais gardés. Ça dépend ce que tu en retour. Ça dépend ce que tu en retour. Ouais. Mais Sam Reinhart, c'est un gars vraiment avec un talent offensif très bon. Sam Bennett, c'est un gars qui a de la hargne, c'est un gars qui travaille. Je ne sais pas. On dirait que je les ai regardés, mais peut-être qu'ils, justement, vu qu'ils n'ont pas choix de ronde, et puis je pense qu'ils en sont débarrassés un peu en allant chercher Giroud. Fait que peut-être qu'ils veulent remettre des choix qu'ils ont perdus en échangeant ces gars-là, mais moi, je les aurais gardés. Mais surtout en allant chercher Matthew Tkachuk, je comprends pas pourquoi qu'avec un échange comme ça, tu voudrais après ça te laisser couler. Ouais, puis Matthew Tkachuk qui joue super bien en Floride, là aussi. C'est une bonne transaction parce qu'en ce moment, Huberdeau, lui, a un petit peu plus de la misère à Calgary, ce qui est assez étonnant. Ced, je te lance avec l'avant-dernière. Quelques équipes auraient regardé la disponibilité de Seth Jones sur le marché des transactions selon Rory Boylan. Admettons que c'était une équipe qui... voyons, Colin, qui s'en va en finale de la Coupe Stanley ou qui s'en va en série. Bon, merci, je me suis enfin débarrassé du Becherel. Est-ce que Seth Jones serait quelqu'un qui pourrait t'intéresser dans ton équipe? Pas tout. Pas tout? Ben, en fait, pas tant, parce que je me dis, tu sais, oui, il y a eu un peu d'expérience en série. Il y en a eu un peu. Ouais. Mais on l'a jamais vraiment vu plus que ça en série. Fait qu'on sait pas de quoi il est capable. On sait pas si c'est un parce qu'il y a certains joueurs qui sont meilleurs en saison, d'autres meilleurs en série. Fait qu'on sait pas qu'est-ce qu'il donne en série. Exact. Moi, personnellement, j'ai jamais été un fan de Seth Jones plus que ça. Je trouve que c'est un défenseur comme les autres, qui ne sort pas du lot, mais qui fait pas. C'est pas le genre de défenseur, je trouve, qui va te faire perdre des matchs, mais c'est pas le défenseur qui va t'en faire gagner. Aussi. Fait que pour moi, à mon avis, moi, je ne prendrais pas. Toi, Andy, est-ce que tu aurais un intérêt envers Seth Jones si c'était une équipe aspirante? Oui, mais pas à 9,5. Ça va être un 50% de salaire retenu, certain. Puis, c'est parce que c'est un gars qui peut te faire. C'est parce que c'est ça. S'il se fait échanger à 50%, c'est dans longtemps parce que le contrat, Seth Jones, il n'est pas veille d'être fini. Là. Non, puis il n'y a aucune équipe, selon moi, en tout cas, les Blackhawks ne seraient pas intéressés à garder 50% pendant encore 6 ans. Mais ce serait son seule affaire parce qu'à 9,5, Seth Jones, c'est trop cher. Mais ça reste un gars qui est capable de te faire entre 20, 30, 40, il a même déjà fait plus de 50 points dans une saison, qui est loin d'être mauvais. Fait que pour une équipe aspirante, je serais intéressé, mais comme la plupart du temps, les équipes aspirantes prennent des 50% parce que s'ils sont aspirants, c'est parce qu'ils sont bons. Donc, ils sont bons, fait que le cap salarial est quasiment plafonné. Fait que, ouais. Ce serait la seule condition, mais justement, les Blackhawks ne voudront pas. Ça serait un trade un peu compliqué à faire, je pense. Ça serait de la bonne gymnastique salariale comme on les aime. Là. Et pour finir, Marc-Antoine Godin de The Athletic a pris des propos de Joel Edmondson disant qu'il veut rester à Montréal, qu'il ne veut pas se faire échanger. Vous y avez un peu répondu dans le podcast plus tôt. Pour eux qui ne l'ont pas vu, allez le voir, il est disponible. Est-ce que, selon vous, Joel Edmondson est une pièce qui pourrait intéresser d'autres équipes et qui pourrait aider le Canadien en même temps dans la reconstruction si transaction il y a? Ben oui, ça c'est sûr, certain. Joel Edmondson, c'est un bon défenseur de le terme two-way. Je ne sais pas comment on peut dire ça en français. Polyvalent. Polyvalent, c'est ça le mot que je cherchais. Puis, Joel Edmondson, c'est un défenseur polyvalent.
il a quand même fait des belles choses à Montréal. Fait que moi, je vois pas pourquoi une équipe pourrait ne pas être intéressée. Tu sais, c'est sûr qu'une équipe, selon moi, va être intéressée à Joel Edmondson. Mhm. Dépend juste de ce qu'on reçoit en retour, parce que c'est comme ça le but d'un échange, là, mais. Ouais, mais, aussi. mais c'est ça. Moi, en vrai, je pense que ça pourrait aider les Canadiens dans un sens, ou ça pourrait leur nuire, parce que aussi, Joel Edmondson, même si c'est sur la glace, il joue peut-être pas super, super bien. Il est quand même assistant capitaine. Je me dis, il n'est pas assistant pour rien. Aussi. Fait que je me dis ça aussi pour les jeunes, ça pourrait peut-être. Si on le garde, je pense, ça pourrait peut-être être comme du leadership de plus, de l'expérience de plus, qui pourrait aider les jeunes dans le futur, surtout avec nos jeunes défenseurs qu'on a, qui pourrait les aider à se développer. Puis toi, Andy, pour finir, est-ce que toi, Joel Edmondson, tu l'échanges ou tu le gardes à Montréal? Ben, c'est un peu comme Cédric. Je pense que je le garderai un peu pour l'expérience. Puis il est bon avec les jeunes. Je pense qu'il y a une belle amitié avec Cole Caulfield. On a vu quelques extraits des fois. Puis, tu sais, comme il dit, c'est un assistant capitaine. Il a été dans les discussions pour être capitaine aussi. Fait c'est sûr qu'il est bon pour le Canadien. C'est un bon défenseur défensif. C'est sûr qu'il intéresse des personnes, des équipes aspirantes. Ben Sherratt a été échangé contre un choix de première ronde. Je ne suis pas inquiet un peu de la valeur d'Edmondson. Mais c'est ça. Si on peut avoir un choix de première ronde pour Edmondson, puis qu'on dit un peu depuis tantôt que les Canadiens doivent rentrer en reconstruction, puis c'est pas mal ça qu'ils font, avoir un choix de première ronde de plus cette année ou l'année prochaine, je pense qu'on devrait le laisser aller, même si j'aimerais qu'on le garde, lui et Savard, parce que notre défensive est vraiment, vraiment jeune. Exact. Ben, messieurs, merci d'avoir participé sur le podcast aujourd'hui et dans le coin des rumeurs. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Nous, de notre côté, la Notif des sportifs, on se revoit le mardi 17 janvier. Mais ratez pas ça, le 12 janvier, c'est le podcast de Yves Lantier qui revient encore plus fort que jamais pour l'année 2023. Et nouvelle addition que j'anime, le coin des rumeurs aura son segment à lui les vendredis midi. Donc, je vous attends en grand nombre, que ce soit sur les commentaires en direct. On va jaser de transactions avec des invités. Merci, Justin, de dire bel job. Pour vrai, c'est très apprécié. Mais comme j'ai dit, vendredi, ça va être le coin des rumeurs. On jase 100% transactions, rumeurs de signature, tout ça. On jase de ça avec vous. J'ai bien hâte de commencer ça. Et on se revoit mardi pour la Notif des sportifs pour eux qui veulent NDS. On se revoit vendredi pour le coin des rumeurs. Et ce jeudi, Yves Lantier commence son podcast. Sur ce, c'était NDS et on vous souhaite une bonne année 2023 et bonne émission. Salut tout le monde.